vous voici à nouveau là dans cette suite de présentations concernant le routage réalisé par Linux en tant que box, configuré en tant que box. Donc le routeur, pour rappel, en fait correspond à cette machine là, le petit routeur gris que nous voyons ici, et qui est donc configuré pour relier le réseau gris ici au réseau jaune ici, qui est en fait Internet. Et pour ça, on a vu dans la présentation numéro 2 qu'en fait on a activé la fonctionnalité de NAT et de routage pour permettre à la fois de router, donc passer de ce point là à ce point là, et surtout en franchissant le routeur, c'est-à-dire qu'à la sortie ici on a vu qu'on prenait l'adresse de cette carte là, c'est-à-dire tous les paquets obtiennent cette adresse là. Cette adresse étant acceptée et gérée par le fournisseur d'accès Internet qui nous la fournit, c'est donc une adresse qui est sous sa présidence. Il accepte, si on dialogue avec cette adresse-là, de nous parler, de nous répondre et de nous acheminer du trafic. Et on avait vu aussi que le routeur devait donc mémoriser tout ce qui sortait pour qu'au moment où ça rentre, réeffectuer le basculement des adresses permettant au PC de retrouver les paquets qu'ils ont demandés. Ce que l'on a vu en fin de présentation, c'est que toute cette configuration, on perdait en fait tout ce qu'on faisait à chaque fois qu'on démarrait la machine, et on avait expliqué que cette perte de configuration, en fait, elle est due au fait que toute la configuration a été faite avec une technique qu'on appelle à la volée. À la volée, ça veut dire que la configuration est établie au clavier directement par l'administrateur. Elle s'effectue instantanément, c'est-à-dire que c'est vraiment très rapide. Donc on agit à la volée, mais elle se perd dès lors qu'on coupera la machine, puisqu'en fait on travaille en mémoire vive. Donc la mémoire vive n'est pas sauvegardée au moment où on éteint la machine. Il faut donc inscrire les instructions qu'on a tapées au clavier à la volée pour réaliser la config. Il faut donc inscrire ces instructions dans des fichiers de configuration, ou bien créer un script qui intègre cette configuration, ou bien faire les deux, c'est-à-dire répartir la configuration soit dans les fichiers de configuration des interfaces par exemple, et puis créer un script en parallèle qui va réaliser d'autres actions, pour que lorsqu'on redémarre la machine, ces informations restaurent la configuration, c'est-à-dire active le routage, active le NAT, et donne les adresses aux interfaces. Alors, vu qu'il n'y a pas énormément de configuration à faire, et on l'a vu, et je vais vous remontrer en fait l'essentiel de la config sur la machine Linux, ça se résume, une fois que les adresses IP sont établies bien sûr, l'essentiel de la config, elle se résumait à créer la règle NAT que l'on voit ici, qu'on avait vu en détail, et puis activer le routage avec cette fonction là qui va pousser la valeur 1, echo 1, dans le fichier IP forward. Donc ces deux instructions permettent en fait d'établir le NAT et le routage, et bien grâce à ça on avait vu tout à l'heure que c'était ce qu'il fallait pour permettre au PC Windows d'accéder à Internet. Le PC Windows, il pouvait accéder à Internet dès lors qu'on avait effectué ces deux instructions, ce qui est le cas ici. Donc, comment faire pour figer cette configuration? Eh bien, on retourne dans le dossier etc network de Linux pour reprendre le fichier de configuration qu'on avait vu qui s'appelle interface. Ce fichier, je vous rappelle, c'est le fichier dans les distributions de type Linux Debian. Alors il y a aussi la même chose chez Ubuntu par exemple. Ce fichier interface, qui s'appelle interface avec un S à la fin, faites bien attention à ça, c'est le fichier dans lequel on va configurer les paramètres pour activer et spécifier les adresses des interfaces réseau. Ce fichier, on avait vu qu'on avait mis une carte ETH0 en adresse statique sur
192.168.100.254, adresse statique. Son adresse, son masque. La carte est activée automatiquement à chaque démarrage. Donc elle s'active, elle se met en marche, elle se déclare en mode statique et elle prend les paramètres qu'on a mis ici. Et la deuxième carte, elle s'active, elle s'appelle ETH1, celle-ci, elle s'active, elle se configure en DHCP, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas les paramètres qu'on indique, et du coup on n'en indique pas. Elle réclame, en envoyant une requête DHCP, ces paramètres auprès du serveur DHCP qui est censé se trouver ici quelque part. Donc la carte numéro 2, c'est celle-ci, elle réclame ces paramètres dans cette direction-là, tandis que la carte numéro 1, c'est celle-là, elle obtient par configuration statique cette adresse IP. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a vérifié, ça fonctionne. Mais ce qu'on n'a pas fait dans ce fichier, c'est la configuration du routage et du NAT. Donc ce qu'on peut faire, c'est que l'idée c'est de mettre à la fin du fichier, donc après que les interfaces soient activées, une instruction d'activation qui s'appelle up, qui va consister à demander à ce fichier d'exécuter une action. Si on met pas ce mot-là, ça marche pas, parce que ce fichier n'est pas un fichier qui exécute des actions, il exécute des configurations. Et c'est pas la même chose. Une configuration, c'est un changement de paramètres. Une action, c'est un déclenchement de fonction. Donc, on demande à ce fichier, avec cette petite astuce qui donc est de faire précéder par le mot up, de faire une action. Et l'action qu'on veut faire, eh bien, on les connaît, ces actions. On va reprendre tout simplement l'action d'activation du routage. Donc on envoie la valeur 1, si vous vous souvenez bien, on allait dans le dossier proc6 net, on allait vers la pile de protocole IPv4 et le fichier qui nous intéressait pour activer le routage, c'était IP forward. Là, toute cette procédure avait été expliquée dans les présentations précédentes. Et là, la seule différence, c'est en fait qu'en début de ligne, ici je mets un up, ici là, pour que ça soit réalisé en tant qu'action. Et de la même façon, avec le mot up, mais en deuxième opération, après celle-ci, je fais celle-là. C'est-à-dire, opération numéro 1, ce sera cette ligne, opération numéro 2, ce sera celle-là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais ma règle, que nous avions vue également, qui va consister à ajouter après routage, pour tout ce qui sort par ETH1, l'opération de masquage d'adresse. Voilà. Donc ça aussi, cette règle, on l'avait vu en détail. On va ajouter dans la fonctionnalité du noyau Linux qui gère des tables qui altère le protocole IP, donc qui s'appelle IP Tables, et qui va consister dans sa fonctionnalité qui gère le NAT. Alors on a dans cette configuration plusieurs tables, là j'invoque la table NAT. Dans cette table NAT, on va ajouter à la fin du traitement qui existe déjà éventuellement, une règle après routage, post-routing, ça veut dire après routage, pour tout ce qui sort par ETH1, et cette opération, on l'envoie vers la fonctionnalité de masquage d'adresse. Bon, alors c'est dit un peu rapidement, mais ça a été expliqué aussi sommairement dans les présentations qui ont précédé, et on a vu une démonstration par la pratique que cette règle-là permettait donc d'autoriser le passage et le retour depuis et vers Internet. Voilà, donc on a fait nos deux modifications dans le fichier. Il suffit d'enregistrer ce fichier, de redémarrer la machine si on veut vraiment être certain que lorsque ça arrivera, c'est-à-dire que cette machine redémarrera réellement pour une raison X ou Y, que ça fonctionne. Donc là, je vais pas hésiter à la redémarrer. Et donc que la machine qui est ici, je vais envoyer le ping. Là il ping pas pour l'instant, comme vous le voyez, ping pas, mais vous voyez il se met à pinguer tout seul alors qu'elle a même pas encore fini de démarrer ici.
Alors elle n'a pas démarré, mais les processus, eux, ont déjà démarré. Et on voit que la machine Linux, bien que je ne sois pas connecté dessus et qu'elle n'était pas encore tout à fait opérationnelle, elle servait déjà à cette machine Windows d'atteindre Internet. Elle permettait bien à cette machine d'atteindre Internet. On va refaire la démonstration. Je vais me loguer et je vais arrêter la machine. Alors, pour montrer ce qui se passe ici, je vais arrêter le ping, je vais le recommencer en haut, comme ça il démarre du haut, on va le suivre à l'œil. Et pendant ce temps-là, je redémarre cette machine. Il va s'arrêter au bout de 2 secondes. Le ping s'arrête, il va se mettre en erreur. La machine Linux démarre. Elle est en train de démarrer. Et on voit déjà que ça ping à gauche alors qu'elle n'avait pas fini de démarrer. En tout cas, elle ne nous donnait pas l'accès. Ça ping à gauche, donc ça veut dire que ça y est, la fonction de routage et de NAT sont actives. Et cette machine est simplement allumée sans qu'on ait besoin de se loguer dessus, d'activer quoi que ce soit désormais. C'est devenu une box internet totalement autonome. Voilà. Alors on va quand même, avant de conclure cette présentation un petit peu rapide, on va aller examiner la configuration un peu à la loupe. Je vais arrêter le ping, c'est plus la peine. Donc cette configuration, elle est donc dans le dossier ETC Network. Il faut donc se rendre dans ce dossier. Il faut localiser le fichier qui s'appelle interface, qu'on voit ici en blanc, à ne pas confondre avec interface.d, qui est un dossier qui se trouve à droite, ici en bleu. On rentre dans ce fichier avec l'éditeur Nano. On n'oublie pas de mettre le S à la fin et de ne pas mettre de majuscule. Et on peut constater les modifs qu'on avait faites, qui consistaient à activer les 2 cartes, ETH0 et ETH1, de forcer en mode statique ETH0 avec le choix de l'adresse qu'on avait fait depuis le départ, son masque, et d'activer la 2e carte qui s'appelle ETH1 et de le choisir de la basculer en DHCP. Quand on fait ça, la machine activera ces cartes dès lors que on a mis ça, et elle va déjà mettre une IP fixe ici et déclencher une requête DHCP là pour cette carte ETH1. Et une fois que la requête DHCP sera terminée, donc ça prend des fois quelques secondes, hein, ça peut durer une dizaine, une quinzaine de secondes. Il passera aux instructions suivantes et grâce au mot up qu'on avait donc mis ici, il va réaliser l'activation du routage puisqu'on force la valeur 1 dans l'interrupteur de routage. Et l'interrupteur de routage, je vous rappelle, c'est simplement ce fichier là qui se trouve être simplement un fichier d'activation s'il y a la valeur 1 ou de désactivation s'il y a la valeur 0. Donc 1, j'active le routage, 2, je bloque le routage, je désactive le routage. Une fois que c'est fait, on active dans la fonction noyau qui va altérer les paquets IP dans spécifiquement la table qui s'occupe des fonctionnalités de traduction d'adresse, Network Address Translation. On va ajouter une règle après routage pour tout ce qui sort par ETH1 et on va envoyer tous ces paquets qui sortent par ETH1 dans la fonctionnalité de masquage d'adresse. Le masquage d'adresse, c'est le remplacement d'une adresse par une autre. C'est donc la fonctionnalité de NAT qui va permettre à notre machine d'être vue comme si elle était sur le réseau public Internet. Voilà, donc c'est un résumé des opérations qu'on avait fait, et il faut faire particulièrement attention à la syntaxe et à l'ordre d'écriture. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mélanger les lignes et inverser par exemple les 2 lignes du bas. La chronologie serait pas bonne, ça donnerait pas les résultats qu'on attend. Et pire encore, c'est que si vous activez par exemple la règle IP table en début de fichier alors que l'interface 1 n'est pas encore activée, elle se mettra carrément en erreur et ça se débloquera pas
Pourquoi? Parce qu'il activera la carte après que la règle ait été faite, mais la règle va être déjà en erreur. Donc le noyau va mettre dans une file d'attente les paquets avant que la carte soit activée, il va constater que ça ne fonctionne pas, il va rejeter tous les paquets futurs, et ça ne se débloquera pas. Donc on ne résout pas notre problème à la main. Donc il faut faire attention à ça, et il faut donc faire bien attention à la respect de la syntaxe et de la casse. La casse, c'est la différenciation des majuscules et des minuscules, rappelez-vous. Voilà, alors pour finir, hein, je pense que c'est peut-être pas nécessaire, mais je vais le faire quand même. Je vais faire une faute, je dirais, toute bête de syntaxe. Hein. On a le droit de se tromper. Je vais par exemple, je sais pas, je vais remplacer ça par un petit A. Bon, c'est pas flagrant. Alors, je vais faire mieux que ça, regardez. Je vais mettre un 0 ici. Ah, c'est encore plus vicieux parce que 0 ou O, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, il y a une faute de syntaxe due à une faute, on peut dire d'orthographe, mais elle n'est pas visible. Je peux très bien ne pas m'en rendre compte. Hein. Je vous remonte la règle. Si vous y prenez pas garde, si vous cherchez pas une erreur, vous la voyez pas. Et pourtant, il y en a une. Donc, on va réduire un peu cette fenêtre, on va envoyer le ping perpétuel, donc ici ping 8.8.8.8-T, on va redémarrer cette machine. Décidément, j'y tiens à mes 2B. La machine redémarre, le ping s'arrête, c'est évident. La machine est en train de démarrer. On n'a pas forcément les yeux rivés dessus à surveiller son redémarrage, surtout si elle est enfermée dans une baie de brassage et qu'il n'y a pas d'écran d'allumé. On n'a rien vu. On n'a pas vu d'erreur. On va même se loguer dessus. On ne voit pas d'erreur, il n'y a aucune information. On ne sait pas que ça marche pas. Si on n'observe pas le PC client, on s'aperçoit que le PC client il ping pas. Par contre, si en étant connecté sur la machine, je cherche à redémarrer le service réseau, ben, il se passe rien à l'écran. Et on voit d'ailleurs que ça va assez vite. Ça, c'est par habitude, on pourrait s'inquiéter de cette rapidité. Parce qu'il a un certain nombre de choses à faire, notamment une requête DHCP, puis là, il rend la main tout de suite. C'est pas normal. Alors, il y a des moyens d'investigation, mais comme c'est pas l'objectif de cette présentation de vous les détailler, je le ferai pas maintenant, mais évidemment il faut investiguer un peu plus loin parce que là on voit rien, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc c'est vraiment à ce stade là très gênant de ne pas pouvoir comprendre ce qui se passe par des aides visuelles, je dirais. Il n'y en a pas. Alors on va réparer le fichier interface, hein, puisqu'on se souvient très bien de mon erreur, hein, qui était assez amusante, mais qui est totalement en fait presque invisible, on va dire. Hein. Je sauvegarde et je redémarre mon service réseau. Alors là on voit pas non plus de changement, mais on peut observer que les choses reprennent cours. Le ping de Windows repart. Je redémarre le Linux, le ping va s'arrêter, forcément le routeur va être éteint, voilà maintenant, mais il devrait repartir. Voilà, dans quelques secondes. Alors là, voilà, ping est reparti alors que la machine n'a pas achevé son démarrage.
Il n'y a pas plus de messages que tout à l'heure, hein. Il n'y en a pas quand ça va bien, il n'y en a pas quand ça va mal. Donc à nous de ne pas faire les erreurs dans l'état actuel des choses pour éviter d'en arriver là. Maintenant évidemment, il ne faudra pas se contenter de ça. Donc on verra prochainement dans une présentation qui sera dédiée en fait au diagnostic des problèmes qu'on peut rencontrer sur les paramètres réseau. Ben, on verra quelles sont les pistes à examiner, quels sont les tests à faire pour pouvoir déceler et débusquer une panne. Voilà, c'est donc maintenant à vous de jouer pour faire vos tests de création de configuration statique, redémarrer les machines, faire peut-être volontairement des erreurs également pour bien comprendre où elles sont. On peut peut-être même pousser le vice à travailler en binôme et en demander à quelqu'un de faire une erreur, ou même 2 ou 3, hein, et de ne pas de faire ça sans y assister, puis ensuite il vous remet la machine buggée et à vous de trouver la panne. C'est une idée intéressante pour voir votre capacité à analyser ce qui ne va pas et à essayer de trouver rapidement les éléments. C'est à la fois ludique, mais c'est surtout très très important pour acquérir les bons mécanismes du diagnostic.